Voilà, une partie de vous est brésilienne, une partie de vous est suisse. Mais quand on grandit au Brésil, notre vécu quotidien est un peu différent. Je me souviens, j'ai vécu 35 ans au Brésil, et quand il y avait dans le quartier quelqu'un qui devenait un peu bizarre, disait des choses étranges, je voyais les voisines qui se posaient la question: est-ce que on va l'amener chez un psychiatre ou bien faut-il l'amener dans un centre spirit ou autre chose encore? C'est quelque chose que j'ai vécu quelques fois, et moi je suis fille de parents protestants suisses, et curieusement, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident qui aurait pu être fatal. Et suite à cet événement, je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, j'ai commencé à avoir des phénomènes bizarres, différents, dont je ne voulais même pas parler à ma mère, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Par exemple, à Rio de Janeiro, à 11h du matin, il y a une dame qui m'a posé la question: où se trouvent les premiers secours? Alors elle a dit le nom, j'ai dit: mais vous êtes toute proche, c'est ça, dans le quartier à côté, vous marchez 100 pas et vous y êtes. Et la dame m'a remerciée, et puis elle a disparu dans l'air. Et donc, ces phénomènes se sont succédés, et cela m'a interpellée, et j'ai fait une sorte de pèlerinage dans différentes églises, si on peut dire comme ça, un centre bouddhiste, et aussi un centre d'Umbanda, jusqu'à ce que j'ai pu trouver, je savais, il y avait un prof universitaire, botaniste, émérite, et qui donnait des explications très, très intéressantes. Donc j'ai fréquenté, avec ma sœur qui est là, ce centre spirit, et j'étais ravie de la sérénité, la capacité de donner des explications plausibles et qui me convenait très bien. Bon, juste pour la petite histoire. Donc, les dimensions spirituelles et religieuses de la culture structurent notre expérience humaine. Les croyances et les valeurs ont une influence incontestable sur la santé. Mais la psychiatrie est très complexe, et avec ses systèmes diagnostiques, sa théorie, sa recherche et sa pratique, elle tend encore, même maintenant, à ignorer ou à considérer pathologiques les dimensions spirituelles de la vie. Et souvent, la religiosité est vue d'un mauvais œil par les psychiatres. Les expériences mystiques et spirituelles ont longtemps été interprétées comme étant des évidences de psychopathologie. Mais cela a une histoire. En France, Pierre Janet, en fait, il s'intéressait à ce qu'on appelle la psychologie, mais à son époque, cette branche de la connaissance des sciences humaines n'existait pas encore. Et il a donc étudié la philosophie, et puis il a pu observer des gens qui avaient des comportements différents, et il a écrit ce livre, L'automatisme psychologique, qui est un livre classique, et il s'est intéressé notamment à l'hystérie, au somnambulisme et à la catalepsie. Et ce livre a marqué une époque, et le professeur Charcot a créé, et il lui a confié un laboratoire de psychologie expérimentale
à la salpêtrière. Mais les conclusions de Janet sont essentiellement issues de l'observation de malades. Donc, même s'il a étudié des médiums de la fin du XIXe siècle, ce fait a créé un lien donc, dans cette association entre dissociation et maladie psychique. Juste pour illustrer l'hystérie, le somnambulisme et la catalepsie, je vais vous montrer une image. L'hystérie, vous savez ce que c'est. Dans l'image à gauche, on a le professeur Charcot, il y a une séance, une démonstration pour les élèves. Et au milieu, c'est un phénomène très, très étrange, la catalepsie. Ce monsieur, il peut rester des heures, voire un jour et demi dans cette position, il ne clignera même pas de l'œil. C'est assez impressionnant et c'est assez alarmant. Bon, de nos jours, on voit moins ces cas-là. Je pense aussi qu'avec les neuroleptiques qui sont donnés, on peut écourter cet état. Et le somnambulisme, c'est quelque chose qui est familier peut-être à différentes personnes parmi nous. Donc, pour certains psychiatres, le mysticisme et la folie sont fusionnés à tel point qu'il est impossible de les détacher l'un de l'autre. Et cette vision négative des expériences religieuses est à l'origine d'attitudes discriminatoires et autoritaires qui, par le passé, ont motivé des hospitalisations et même des traitements abusifs. Donc, on connaît un petit peu l'histoire de la psychiatrie. Et puis, on va illustrer cet état de choses, excusez-moi, avec un exemple qui viendra. Un psychiatre brésilien du début du XXe siècle a même déclaré qu'après la syphilis et l'alcoolisme, la médiumnité était le fléau qui déclenchait le plus l'aliénation mentale. Donc, les phénomènes psychiques ont attiré l'attention de chercheurs de partout dans le monde. Mais pas seulement eux. Et Ernesto Bolzano a écrit en tout cas 16 livres très très intéressants dont peut-être la moitié, voire plus, ont été traduits en français. D'autre part, en Angleterre, à l'université de Cambridge, ils se sont aussi intéressés aux phénomènes dits psychiques, qui étaient essentiellement la médiumnité, la télépathie et autres. Et ils ont donc fondé la Society for Psychical Research en 1882. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les 2 guerres mondiales, c'est une société qui existe encore. Et même William Crookes, qui a fait des recherches dans ce domaine de la médiumnité, il a été un de ses présidents. Quelque part, la situation était figée chez les psychiatres, chez les psychologues. Donc, le côté maladif semblait faire la une entre eux. Et c'est par une autre branche des sciences humaines que les choses ont commencé à changer. Ici, on voit une image de Margaret Mead. Elle s'est intéressée, c'était une anthropologue culturelle de la première moitié du siècle essentiellement, ses livres ont été publiés, et il y a eu un livre qui s'appelle, je n'ai pas trouvé ce livre en français, mais en anglais et en portugais, il existe sous le nom « Sexe et tempérament ». Et elle s'est déplacée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a étudié 3 populations différentes
pour voir, parce que son intérêt était de savoir si la différence entre les hommes et les femmes était d'origine culturelle ou non. Et c'est un livre absolument passionnant qui a fait le tour du monde. Et avec des pratiques culturelles différentes, et l'esprit des gens s'est ouvert. Il faut dire aussi que dans la première moitié du XXe siècle, les gens voyageaient peu et lisaient beaucoup. Mais celle qui a vraiment fait la différence, c'est Erika Bourguignon, qui est une pionnière dans les recherches sur les états modifiés de conscience et sur les états de transe et de possession. Elle a fait une vaste étude transculturelle. Imaginez-vous, elle a fait des observations sur 488 sociétés de par le monde. Et, chose curieuse, elle a rencontré des états de transe et de possession dans 251 de ces sociétés. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est maladif. Curieux, si plus que la moitié des gens sont malades, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, elle a écrit quelques livres et elle a participé à de nombreuses études. Donc ici, c'est juste pour illustrer un peu, pour que vous ayez une idée des livres qui existent à ce sujet-là et qui sont des livres qui sont reconnus. Alors que dans le premier cas, Margaret Mead a eu une très grande méfiance. Elle a été très appréciée par les différents peuples qui ont lu ce livre, mais par le milieu académique, elle a été rejetée, alors qu'Erika Bourguignon, non. Et grâce à cet intérêt pour la diversité de l'homme, l'anthropologie culturelle a donné naissance à l'ethnopsychiatrie. Et elle tient compte des questions pratiques, ainsi certains diagnostics erronés qui avaient été donnés à des patients ont pu être corrigés. Et, chose curieuse, souvent, quand le patient n'était pas du même substrat culturel que son médecin, il était classifié de malade. Donc, l'ethnopsychiatrie a bien montré ça, et voilà que des diagnostics de plus en plus, ou des attitudes assez préconceitueuses, avec des préjugés, ont commencé à changer. Puis, il y a une séquence là-dedans. Il y a des recherches qui ont été faites sur la spiritualité et la santé mentale. Et petit à petit, cette vision négative s'est dissipée. Par exemple, dans les années 90, il y a eu des sondages aux États-Unis, donc cette recherche, Gallup et Newport, et au Canada, qui ont indiqué que plus de la moitié de la population avait décrit des expériences extrasensorielles. Donc, ce fait mène à la conclusion que les expériences paranormales sont si courantes dans la population générale qu'aucune théorie de psychologie générale ou de psychopathologie ne peut être complète si elle ne tient pas compte de ce fait. Et nous avons vu que ces états de transe sont devenus courants dans différentes églises. Et même dans une église traditionnelle telle que le judaïsme, une religion traditionnelle. Donc,
Les troubles dissociatifs, il y a des psychologues ici, il y a des médecins, c'est quelque chose qui est connu, mais je tiens quand même à donner les définitions. Donc, ils ont en commun une perte des fonctions d'intégration, des souvenirs, de la conscience, de l'identité, des sensations ou du contrôle des mouvements corporels. Et heureusement, dans les années 2000, une nouvelle catégorie a été incluse dans le manuel qui est utilisé aux États-Unis, le DSM-5, qui traite des problèmes spirituels et religieux. Donc, le but était d'éviter la pérennisation des failles commises dans le diagnostic et le traitement, dans la recherche et les théories inappropriées. Donc, pour la première fois, l'existence de problèmes religieux et spirituels a été reconnue comme étant un motif de consultation psychiatrique. Donc, on en a parlé ce matin. Elaine Drysdale nous a parlé de ses expériences mystiques, de mort imminente, et un peu moins de l'émergence de phénomènes spirituels. Donc, en approfondissant nos connaissances dans ces domaines, on augmente la précision diagnostique et on diminue les complications qui découlent d'un faux diagnostic. On améliore le traitement et on encourage l'inclusion des dimensions religieuses et spirituelles de l'expérience humaine dans le traitement psychiatrique. Donc, un changement très important a eu lieu dans le milieu académique psychiatrique. Et ce n'est pas encore acquis, je dois le dire. En tout cas, ici en Suisse, je n'ai jamais pu mettre le diagnostic F44.3, il me semble que c'est ça. Mais enfin, la direction ne le permettait pas. Mais quand même, en principe, l'idée est que les formes de dissociation peuvent être considérées normales de nos jours. Il y a aussi les formes transculturelles de dissociation et il y a les dissociations pathologiques. Donc, il faut que les psychiatres se familiarisent avec le vaste éventail des expériences humaines, qu'elles soient saines ou pathologiques. Donc, le défi est de distinguer les expériences peu communes tout en faisant le tri entre celles qui sont intégratrices et celles qui sont désorganisatrices. Donc, c'est un défi dans la psychiatrie et c'est quelque chose qui est en voie de changement. Il y a eu Charles Tart aux États-Unis, psychologue et parapsychologue, qui a fait des recherches sur la nature de la conscience, en particulier sur les états de conscience modifiés. Et il est l'un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle. Et lui, il a des positions très intéressantes. Par exemple, à ce sujet-là, depuis longtemps, il prône, je ne sais plus s'il est encore en vie, que la méthode scientifique doit être élargie pour investiguer les états modifiés de conscience, pour que l'immense potentiel de ces états ne reste pas confiné aux sectes. Voilà, nous arrivons au point.
au Brésil, à São Paulo, dans l'Institut de psychiatrie, en 1999, des recherches ont été entamées sur la religiosité, spiritualité et santé mentale. Et ce secteur, NEPER, a été fondé par 4 psychiatres et il est conçu selon une approche multidisciplinaire, dissociée de tout courant religieux ou philosophique spécifique. Je dois dire que les éléments de cette conférence que je fais aujourd'hui sont essentiellement le fruit du travail du docteur Alexandre Almeida, qui est très connu et qui a dédié un nombre énorme d'heures dans ses recherches. Et là, ces recherches sont faites avec une rigueur méthodologique et les articles sont publiés, on peut même avoir accès par Internet. Donc, quelles sont les lignes de recherche du NEPER? La médiumnité, les guérisons spirituelles, l'anthropologie des relations entre psychiatrie et spiritisme, la psychologie transpersonnelle, les thérapies régressives, la psychopathologie dans les groupes religieux et les expériences dissociatives de médiums actifs. Donc, nous utilisons différents outils en psychiatrie et par exemple pour les troubles dissociatifs, et ces critères de Sternberg sont aussi utilisés. Donc, il y a le phénomène d'amnésie, c'est-à-dire on peut oublier entièrement après un moment de dissociation. Il y a la dépersonnalisation, le sentiment d'être détaché de son corps ou de son identité. Il y a la déréalisation, les objets, les gens ou l'environnement sont perçus comme étranges, irréels, distants ou sans vie. Et il y a une incertitude ou confusion sur son identité. Il y a une modification de l'identité. Il peut y avoir un changement vers une autre identité et l'individu agit alors comme s'il était quelqu'un d'autre. Et un questionnaire a été élaboré de 28 questions pour justement évaluer s'il y a vraiment un phénomène de dissociation. Et c'est grâce à cet instrument qui a été créé à cet outil qui a permis de constater que la plupart des états dissociatifs ne sont pas pathologiques et peuvent même avoir des impacts positifs sur l'individu. Donc, dans cette étude que nous avons citée antérieurement, il y a une haute prévalence de symptômes dissociatifs chez un échantillon de 1055 personnes, des habitants de Winnipeg. Environ 13% ont eu un score de plus de 20 points au test, ce qui indique un nombre significatif d'expériences dissociatives. Donc, on arrive heureusement à une dépathologisation des phénomènes médiumniques. Alors, quels sont les critères qui nous font penser qu'une expérience est maladive et pathologique, si elle génère de la souffrance ou une incapacité, si elle est presque toujours involontaire, et encore, si l'interprétation du groupe culturel auquel l'individu appartient la considère comme telle, comme étant maladive. Donc, une expérience spirituelle, mystique,
peut avoir un potentiel de transformation très grand. Et d'autre part, on sait la souffrance et les limitations engendrées par un trouble psychiatrique. Mais ce n'est pas si facile, même si aujourd'hui on a des échelles. Et là, il y a l'opinion de Stanislas Grof qui dit que faire le tri est aussi difficile pour le psychiatre que pour les religieux, donc pour les ecclésiastiques. Et parce qu'il avait étudié l'histoire de différents saints et il a trouvé qu'il y avait des phénomènes vraiment, vraiment très étranges. Et moi, je pense par exemple à l'histoire de Teresa d'Ávila, cette sainte espagnole. Et il y avait des phénomènes si étranges qui se passaient autour d'elle et que les gens étaient inquiets. Et donc, il dit, Stanislas, si de nos jours, un membre d'une église avait une expérience spirituelle si intense, comme quelques-unes décrites par des personnages importants de l'histoire du christianisme, son leader religieux lui proposerait d'aller consulter un psychiatre. Il y a un point qui est très important, c'est que le vécu spirituel et religieux est fréquent, mais la plupart des professionnels de la santé n'ont pas reçu de formation adéquate. Et cette situation engendre une conséquence éthique grave. Les psychiatres et psychologues agissent dans un domaine où ils n'ont pas développé de compétences. Et nous allons voir, j'espère, peut-être que c'est un peu fastidieux pour vous, je ne sais pas, mais je pense que c'est important de connaître un peu les critères qui sont proposés pour faire cette distinction. Donc, à gauche, nous avons les critères typiques d'une expérience spirituelle. Elle est en accord avec la tradition religieuse de l'individu qui s'intéresse et pratique sa religion. Et l'individu, il peut comprendre l'incrédulité de ceux qui l'entourent. Et il admet la possibilité du doute. Il a l'insight. Au contraire, quand elle est maladive, l'expérience se situe hors du contexte culturel de l'individu, le contenu est bizarre. Souvent, l'individu s'attribue un statut divin ou des pouvoirs spéciaux. Et ses croyances, surtout ce point-là, sont inamovibles. Il n'y a pas d'insight. De nouveau, l'expérience spirituelle, elle est décrite avec conviction et semble authentique. Les thèmes sont religieux et concernent l'auto-illumination. D'habitude, l'individu considère que l'expérience vécue implique un besoin de changement de comportement. Il ressent des effets bénéfiques, enrichissants. Au contraire, quand l'expérience est pathologique, le récit met en relief des aspects négatifs ou d'autodévalorisation. L'aspect morbide est aussi présent dans les mots qui sont utilisés. Il y a souffrance et dégradation du fonctionnement au quotidien. Et là, on voit une évolution ou l'histoire naturelle d'un trouble mental. Curieusement, dans leurs observations à São Paulo, dans l'expérience spirituelle, ils ont trouvé une prédominance des hallucinations visuelles. Et donc, les médiums pouvaient reconnaître que ces expériences étaient subjectives
et qui avait une nature qu'on appelle intrapsychique. Et la durée était brève et il pouvait contrôler les expériences. Alors que les symptômes classiques de la schizophrénie prédominent quand il y a une pathologie psychiatrique. Et là, c'est la prédominance des hallucinations auditives. Donc, ils entendent souvent des insultes et ils ont alors des idées de persécution, ils sont méfiants à l'égard des autres. Et même si leur ressenti physique serait et est absurde, et ils sont persuadés que c'est quelque chose d'externe qui leur arrive. Et là, hélas, la durée est longue. Ils n'ont pas le contrôle sur ces expériences. Disons que dans cette liste de gauche, ce qui me paraît le plus important, c'est que l'intégration sociale est raisonnable lorsqu'il y a des expériences spirituelles. Et il n'y a pas un antécédent psychiatrique, en tout cas pas une forme grave. Et de l'autre côté, le processus est désorganisé, incohérent et sans direction. Il y a toutes sortes de troubles de la conscience, il y a une désorientation qui peut être temporelle, spatiale ou les deux, des troubles de la mémoire, des difficultés à communiquer, une inadéquation et dysfonctionnement social marqué, et des antécédents psychiatriques, et très souvent un retrait autistique, un mauvais contrôle des pulsions, agressivité, comportement dangereux, refus prolongé de nourriture, de boissons ou de soins corporels. Le problème se pose chez quelqu'un qui a des expériences spirituelles, c'est quand l'éclosion se fait dans un milieu où ce n'est pas habituel. Et nous, au Brésil, nous connaissons l'histoire d'un grand médium que nous avons eu, Chico Xavier, où il y avait une incompréhension totale et lui, disons, il se soumettait, je ne peux pas dire le mot pénitence, mais il y avait le curé de son village qui lui demandait de faire des choses pour se débarrasser du démon, de faire marcher dans la procession avec une grande pierre sur la tête, des choses comme ça. Et il a grandi dans une grande souffrance parce que depuis tout petit, il avait ces phénomènes médiumniques et il avait des angoisses, des doutes, l'isolement. C'était vraiment une situation de souffrance. Et souvent, les médiums sont en quelque sorte perdus entre deux mondes. Ce qu'ils éprouvent, ne pouvant être saisis par les autres, est perçu comme de la fantaisie, de la supercherie ou de la mauvaise foi. Pour illustrer un peu, il y a eu aussi un grand médium brésilien, on parle très peu de lui, mais c'est quand même un personnage très intéressant. Et il avait un peu plus que 20 ans quand son père est décédé et il a pu trouver un petit boulot dans un magasin de chaussures. Mais c'était un médium avec différents types de médiumnité et il a eu assez vite des ennuis. En sa présence, les chaussures sautaient des étagères déjà, elles se mettaient à faire des claquettes ou le poursuivaient jusque dans la rue. Choqués, les clients considéraient qu'il était possédé par des démons et Mirabelli était souvent agressé dans la rue. Pour le faire partir,
les vitres de sa maison étaient brisées. Puis, pour finir, il a été hospitalisé pendant 9 jours dans cet asile d'aliénés de Jouquéry. Et pourquoi était-ce seulement 9 jours? Je vais vous dire pourquoi. Parce que des phénomènes médiumniques se produisaient aussi dans cette clinique psychiatrique. Il y avait des dossiers qui étaient mélangés, il y avait des documents qui disparaissaient. Et alors, les médecins ont vite fait de se débarrasser de lui. Mirabelli était vraiment un médium prodigieux. Il y avait, donc à partir de 1920, des séances médiumniques dans une salle qui a eu le nom de Académie d'études psychiques César Lombroso. Et là, dans cette académie, 392 séances ont été faites avec Carlos Mirabelli. Donc, il y avait un registre qui était fait systématiquement. Donc, 189 de psychophonie. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est quand la personne se met à parler et passe un message dans sa langue ou dans une autre langue, mais lui n'est pas l'auteur, disons, de ce message. Il a fait 93 expériences de psychographie, dont 8 échecs, et 110 phénomènes physiques, dont presque la moitié d'échecs, incluant aussi la matérialisation d'esprit. Et il était un médium de xénoglossie. Il connaissait, dans son état habituel, le portugais et l'italien. Et dans un état de transe, il parlait ou écrivait 28 langues différentes. Ici, on voit une image. À cette époque, ils étaient rudes avec les médiums parce que la crainte était que ce soit des tricheurs, alors il faut tout faire pour qu'ils ne puissent pas tricher. Donc ici, il a juste les mains attachées. Mais plusieurs fois, il n'y avait que des messieurs qui venaient à ces séances, des médecins, des avocats, en général des personnes qui avaient une bonne formation intellectuelle. Mais parfois, il devait être nu, avec des, comment dit-on, correntes métalliques, des chaînes, oui, il était enchaîné, mais curieusement, disons que dans la pénombre, il disparaissait et apparaissait 2 étages plus haut dans cette maison. Pour illustrer cette capacité d'écrire dans des lettres, dans des langues inconnues, parce qu'à chaque séance, il y avait en bas la signature des personnes qui avaient assisté à la réunion médiumnique. Donc, ici à gauche, on ne voit pas, on voit que c'est une langue probablement orientale. À droite, c'est une autre langue, mais ici, on voit quelque chose d'écrit. Mais il y a toujours plusieurs lignes avec, disons, la liste de présence de ceux qui étaient là. Donc, il était un médium de matérialisation. Et il y avait, dans cette séance où il n'y avait pas grand monde, quand il y a une séance de matérialisation, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Ça perturbe le phénomène, voire l'empêche. Et on voit Mirabelli à gauche. Souvent, dans son état de transe, il avait la tête un peu inclinée derrière et les yeux grands ouverts. Mais curieusement, le médecin à droite, il doit être assez surpris de voir cette matérialisation de Giuseppe Parini, un poète italien qui était décédé en 1799.
Et Mirabelli était aussi un médium de guérison, mais ça, il ne l'a jamais fait en public. Ça, c'était en privé. C'est les gens qui s'adressaient à lui avec un malade. Et il a été arrêté 15 fois pour pratique illégale de la médecine, juste pour voir un petit peu comment est le chemin d'un médium, surtout s'il a différents dons, et ce n'est pas une trajectoire facile. Aussi faut-il dire que Mirabelli était un bon vivant. Il faisait des exportations, importations, il voyageait beaucoup. Et en tout cas, l'image qu'un Brésilien a de médium sérieux, ça ne va pas avec cette image. Donc, on parle fort peu de lui. Mais revenons à ses recherches. Quels ont été les fruits de ces recherches par le Neper, par le Proser et d'autres, parce qu'on a vu qu'il y a différents projets en cours à São Paulo. Donc, en 2008, une équipe de chercheurs brésiliens, Alexander Moreira, Júlio Pérez et autres, et des États-Unis, et j'ai juste vu le nom d'Andrew Newberg, mais il y a eu d'autres, se sont réunis au centre de recherche de l'hôpital universitaire de Pennsylvanie pour étudier la médiumnité de 10 médiums brésiliens. Le but était d'évaluer les effets de la médiumnité sur l'activité cérébrale. Et là, on voit qu'ils sont en train d'analyser une image, l'imagerie cérébrale des médiums, qui a été comparée lorsqu'ils écrivaient spontanément un texte conçu par eux-mêmes et lorsqu'ils étaient en état de transe. Lors de la psychographie, les parties du cerveau associées à la planification et à la créativité étaient peu activées. Les résultats confirment ce que disent les médiums quand ils affirment de ne pas en être les auteurs. Donc, on peut prouver par ces images-là qu'il n'y a pas eu une initiative qui soit partie du médium. Et, détail curieux, quelques médiums ont écrit dans une langue qui leur était étrangère, parce que ceux qui étaient là, et de rares parlaient l'anglais, et ils ont donné des messages en anglais de la part d'ancêtres décédés des chercheurs non brésiliens présents. Donc, ils ont reçu un message, quelques-uns de ces chercheurs de langue anglaise. En bas, on voit, peut-être que vous le connaissez, à gauche, Júlio Pérez, qui a travaillé beaucoup d'années dans ces recherches-là. À droite, je ne sais pas qui c'est. Donc, quel serait le sens ou le but de ces manifestations? Les médiums existent dans toutes les cultures et religions du monde. En essence, les médiums, quelle que soit leur qualité et défaut, sont porteurs du même message, celui de la vie qui continue après la mort, du lien d'amour ou de haine qui ne se brise pas. Voilà, merci.